On a vu que les camps de concentration n'étaient finalement que peu liés à la Shoah. Alors qu'est-ce qu'on appelle la solution finale? Est-ce que ce sont les centres de mise à mort ou les camps d'extermination? C'est presque ça. Dans son ouvrage sur la destruction des Juifs d'Europe, Raoul Hilberg a forgé l'expression de centre de mise à mort pour insister sur la vision rationnelle, industrielle, qui avait précédé la création des premières fabriques de mort de l'histoire, et sur le fait que les installations typiques des camps sont limitées à leur strict minimum, puisque les déportés ne s'installent pas, ils sont immédiatement tués. Une structure standardisée émergeait dans les centres de mise à mort nazis, tels que Treblinka et Sobibor. Elle comprenait des SS, principalement issus des programmes d'euthanasie, supervisant des unités d'Ukrainiens formées à Travinki. Ensemble, ils dirigeaient environ 600 à 1000 déportés, chargés de tâches telles que le transport de biens et de corps. Les victimes, principalement issues des ghettos polonais, étaient également déportées depuis d'autres régions, comme la France, les Pays-Bas, la Macédoine et la Thrace. Les SS utilisaient des chambres à gaz alimentées au monoxyde de carbone pour exterminer les déportés. L'incompréhension entourant la Shoah provient en grande partie des représentations persistantes qui se sont formées après la découverte des camps de concentration et des centres de mise à mort par les forces alliées au printemps 1945. Les images choquantes de la famine, des survivants émaciés et des piles de cadavres ont été largement diffusées et associées à tort exclusivement au sort des Juifs. Cependant, ces images ne reflètent pas entièrement la réalité de la Shoah, car elles ne représentent que ceux qui ont été épargnés temporairement par la sélection d'un certain camp, évitant ainsi l'assassinat immédiat qui caractérisait la solution finale mise en œuvre dans les centres de mise à mort. Cette sélection, au début, assurait un sursis de quelques jours. Par la suite, ces groupes deviennent plus stables et le sursis est plus long. Cette réalité met en lumière le défi que représente la transmission de la compréhension de l'Holocauste à travers des images, car celle-ci nécessite un contexte et des explications pour être pleinement comprises. Les ruines des chambres à gaz et des crématoires ont été très peu photographiées par les soviétiques, contrairement aux baraquements et autres bâtiments des camps, ce qui a contribué à la représentation limitée de la Shoah. La découverte des sites où la solution finale fut mise en œuvre a souvent été source d'incompréhension, car l'ampleur du massacre et la méthode utilisée ne laissaient aucune trace visible. Contrairement aux camps de concentration, les sites comme Treblinka, Sobibor, Belzec et Chelmno n'étaient pas équipés de bâtiments ou de structures visibles, de charniers ou de monceaux de cadavres. Les découvertes de ces sites n'ont pas donné lieu à des films ou à des campagnes massives de photographie. Les rares clichés pris à Treblinka témoignent de l'horreur des lieux. Mais la véritable compréhension nécessite une vision plus profonde. Vassili Grossman, après la découverte de Treblinka, a écrit un poignant récit décrivant le site comme un terrain vague entouré de barbelés, engloutissant un nombre incalculable de vies humaines. Les lieux de la Shoah ne sont pas vides ni exemptés de traces, mais ils sont constellés de débris, de fragments et d'autres ruines. Comprendre ces traces nécessite une capacité à saisir l'horreur indicible qui s'est déroulée là-bas, bien au-delà de ce que les photographies peuvent exprimer. Cependant, les centres de mise à mort, j'imagine qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup puisque c'est une grosse organisation. Eh bien, détrompe-toi, on en dénombre 6 qui utilisent le gaz, et moins 6 encore qui utilisent les fusillades. Beaucoup sont encore méconnus du grand public aujourd'hui. L'un des premiers à fonctionner est celui de Ponar en Lituanie. Initialement, le site de Ponar sert de dépôt d'essence pour l'armée rouge soviétique et possède d'immenses cuves. Lorsque l'opération Barbarossa est lancée en juin 1941, tu sais, l'attaque de l'Allemagne sur l'URSS, en marge des combats, des juifs sont raflés et emmenés dans les bois de Ponar, et ils y sont fusillés. Rapidement, le site est entouré de barbelés, et dès le mois d'août, femmes et enfants sont également assassinés. Les victimes étaient transportées en camion à l'intérieur du site, gardées par des nationalistes locaux et entourées de barbelés camouflés par des feuillages pour empêcher toute vue extérieure. Une fois sur place, elles étaient dirigées vers les citernes où elles étaient abattues par des tueurs lituaniens et allemands. Certaines citernes servaient également de lieu de détention. Le centre de mise à mort fonctionnait de manière rudimentaire, mais il effectuait les mêmes opérations que les autres sites, notamment le tri des biens et la crémation des corps. Quelques photographies prises par des soldats allemands, ainsi que des témoignages de rares rescapés, existent pour documenter les atrocités commises à Ponar. En décembre, ce sont déjà 33 000 juifs de Vilnius qui y sont assassinés. Un autre camp fait partie des précurseurs, celui de Chelmno. Je connais ce camp. Le nom allemand de ce camp est Kulmów. Chelmno, qui est situé dans le Watergoo en Pologne, fut le premier camp d'extermination ouvert par les nazis en 1941. Les SS, la Gestapo et la police dirigèrent les opérations. Les victimes étaient principalement des juifs, mais il y avait aussi des Polonais non-juifs et des prisonniers de guerre soviétiques, originaires du ghetto de Lodz, mais aussi d'autres régions.
Elles étaient tuées par des gaz toxiques dans des camions, puis incinérées dans des fosses ouvertes. Environ 152 000 personnes furent assassinées à Chemno entre 1941 et 1943, mais aussi lors des déportations de juin et juillet 1944. Le camp fut abandonné en 1945, en janvier, lorsque l'armée soviétique approchait. Mais les centres de mise à mort sont indissociables de ce qu'on a appelé l'action Reinhard. Mais c'est quoi l'action Reinhard? Lancée à l'automne 1941, elle portait le nom du général SS Reinhard Heydrich, responsable de l'Office central de sécurité du Reich. Sous la direction du général SS Odilo Globoknik, l'opération durera jusqu'à la fin de l'été 1943. Les objectifs de l'action Reinhard étaient multiples. Tuer les juifs polonais, exploiter leur travail et confisquer leurs biens personnels et immobiliers. Au moins 1,7 million de juifs, ainsi que des Polonais, des Roms et des prisonniers de guerre soviétiques furent tués. 3 centres de mise à mort furent alors établis. Belzec, Sobibor et Treblinka. L'opération prit fin en janvier 1944 avec un rapport final soumis à Hitler. Commençons par présenter Belzec. C'est donc le premier centre de mise à mort à participer à l'opération Reinhard en novembre 1941. En tout, 434 500 juifs ainsi que des tziganes et des déportés allemands seront gazés. Les juifs commençaient cependant par aller au camp de travail. Le camp était divisé en deux. La première partie faisait office de réception pour l'administration, et dans l'autre, séparée, la SS et la police procédaient au massacre de masse, dans les chambres à gaz, sans être vues des victimes qui attendaient dans la première partie. Les deux sections étaient rattachées par un étroit passage fermé, appelé le boyau ou Schloss en allemand. Les Sonderkommando étaient des déportés juifs chargés de déporter les cadavres de leurs camarades afin de les déposer dans les fosses communes. À la fin du printemps 1943, les travailleurs forcés juifs, surveillés par des SS, la police et leurs auxiliaires, avaient terminé d'exhumer les corps, les brûler et les démanteler du camp. Leur tâche effectuée, ils furent exécutés à Belzec, ou déportés vers un centre de mise à mort appelé Sobibor, pour y être gazés en juin 1943. Une fois le camp démonté, les amants labourèrent le terrain. Ils y construisirent un manoir, plantèrent des arbres et semèrent le terrain, pour que l'endroit ressemble désormais à une ferme. Un ancien gardien du camp fut chargé d'exploiter la terre afin de parfaire le déguisement. Leur but était de cacher leurs méfaits en ces lieux. En juillet 1944, les forces soviétiques envahissent la région. Il y a donc aussi Sobibor. C'est l'un des 3 centres de mise à mort de l'opération Reinhard, situé près du village du même nom en Pologne. Il était établi le long de la ligne de chemin de fer Lublin-Chelm-Włodawa, à l'abri des regards grâce à une forêt dense et des camouflages. Les déportations vers Sobibor ont eu lieu entre mai 1942 et l'automne 1943, provenant de divers endroits, notamment des ghettos, des régions occupées par les nazis, d'Allemagne, d'Autriche, de Slovaquie, de Bohême-Moravie, mais aussi des Pays-Bas. J'ai déjà entendu parler de Sobibor. Les Français, lors des rafles du Beauport à Marseille, ont été envoyés là-bas, à la place de Auschwitz habituellement. J'avais lu un témoignage de Joseph Rosenfeld qui avait été envoyé là-bas. Le camp de Sobibor était divisé en 3 zones: administration, réception et extermination. Dans la zone d'administration, les SS, les gardes Travinki et quelques prisonniers juifs travaillaient aux tâches annexes. La zone de réception était où les déportés juifs arrivaient, se déshabillaient et étaient dépouillés de leurs biens. La zone d'extermination abritait les chambres à gaz, les fosses communes et les baraquements des gardes. Le processus d'extermination impliquait l'utilisation de chambres à gaz, déguisées en douches, où les victimes étaient tuées au monoxyde de carbone. Les personnes faibles ou malades étaient abattues au-dessus des fosses communes. Des prisonniers sélectionnés, les Sonderkommando, étaient forcés d'y travailler. En 1943, des prisonniers juifs ont organisé une révolte à Sobibor, profitant de la rareté des opérations de gazage et de leur connaissance des événements dans d'autres camps. Cette révolte a abouti à une évasion réussie de plusieurs prisonniers, bien que beaucoup aient été capturés et tués plus tard. Au final, qu'est-ce qui reste de tous ces camps? Le mémorial de Treblinka a été conçu par 3 artistes, après un concours organisé par le Conseil central des musées et monuments en 1955. Il comprend divers éléments symboliques, tels que des pierres marquant les limites du camp, une route pavée menant à un monument conçu pour ressembler au mur des Lamentations, et un mémorial du crématorium. Ce mémorial, construit sur une zone de 22 000 m², est recouvert de béton, sur lesquels sont placées 17 000 pierres représentant des pierres tombales juives. Une grande partie du mémorial est maintenue en gris, symbolisant les cendres de 800 000 personnes assassinées à Treblinka. À Belzec, un monument commémoratif a été érigé en 2004 avec une sculpture représentant 2 personnes se soutenant mutuellement.
symbolisant les victimes de la terreur nazie. Le musée mémorial de Belzec documente l'histoire du camp et commémore ses victimes. Le camp de Chelmno a également été commémoré avec des monuments érigés par différentes communautés et institutions. Initialement, en 1957, un obélisque a été financé par des communautés juives locales. Plus tard, d'autres monuments ont été érigés, reflétant une reconnaissance croissante de l'importance des victimes juives. En 1995, un mémorial aux victimes juives des pays germanophones a été inauguré. À Marie-Trotzenette, un nouveau complexe commémoratif a été inauguré en 2018, avec un portail de la mémoire et des stèles symbolisant les victimes derrière des barbelés. Des pierres commémoratives rappellent les victimes d'autres camps d'extermination nazis en Biélorussie. Ponar, un site de massacre de masse, a été commémoré avec un monument érigé par des survivants de l'Holocauste en 1945. Bien que ce monument ait été démoli par les autorités soviétiques en 1952, un musée mémorial a été ouvert en 1960 sur le site. En 1991, le musée a été confié au musée juif d'État Vilna-Gaon, qui est actuellement en train de développer un nouveau concept pour le mémorial. Au milieu de tout ça, Auschwitz-Birkenau a une place à part. En effet, ce camp a la double casquette de centre de mise à mort et de camp de concentration.